Bonjour, aujourd'hui j'aimerais raconter les 2 épisodes psychotiques que j'ai vécus suite à des violences conjugales. Les violences conjugales que j'ai vécues en 2016 et 2017 m'ont provoqué un choc post-traumatique qui a duré en fait. Et quand j'ai rompu en 2020, j'ai commencé à développer des symptômes psychotiques en fait. J'ai commencé à entendre des voix. J'avais l'impression que tout le monde autour m'agressait. Et voilà, aujourd'hui j'aimerais expliquer pourquoi j'ai toujours un médicament, un antipsychotique. Et j'ai commencé à prendre des médicaments après mon premier épisode psychotique en 2021. Le médicament que je prends aujourd'hui s'appelle la quétiapine. J'en prends à 350 mg. Au début j'étais à 600 mg. 600 mg c'est la dose recommandée quand on fait un épisode psychotique. Et j'ai eu un deuxième épisode psychotique en 2023. Et à ce moment-là, j'avais arrêté mon médicament, mon premier traitement. Et après ce deuxième épisode psychotique, j'ai repris un médicament qui est aujourd'hui la quétiapine. Et j'aimerais exprimer ma plus profonde tristesse et mon sentiment d'injustice face à ce qui m'est arrivé. J'ai été victime de violences physiques et aujourd'hui j'en paie les conséquences sur mon corps, sur mon mental, parce qu'aujourd'hui je prends des antipsychotiques à cause de quelqu'un qui m'a frappée. Cette personne, elle m'a frappée tous les jours. Après, c'était toutes les semaines et tous les mois. Et ça a duré pendant 2 ans à peu près. Et en fait, ça se passait toujours plus ou moins dans un seul lieu. C'était sa chambre. Et il fermait la porte. Et là, son visage se transformait. Et il pétait des plombs en fait. Il pétait un plomb, il pétait un câble et d'un moment à l'autre, en fait, il devenait violent. Et il me frappait de coups de poing dans les jambes, dans les bras. Et j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Bref, une fois, on était en train de jouer dans le lit. On se chatouillait. Et d'une seconde à l'autre, mais vraiment d'une seconde à l'autre, il est passé du rire à la colère.
Son visage est passé d'un visage heureux, joyeux, à un visage haineux, un regard de tueur. Et d'une seconde à l'autre, il est passé des chatouilles au poing. Littéralement, j'étais juste en face de lui. Il est passé des chatouilles au poing dans ma gueule, au poing dans ma tête, dans ma figure. Donc aujourd'hui, je ressentais depuis un moment le besoin d'expliquer, que ce soit pour mes proches, mes amis, ma famille, pourquoi aujourd'hui j'en viens à prendre un médicament. Pourquoi ça a été si difficile pour moi de reprendre confiance en moi. Pourquoi j'ai énormément de mal à me projeter pour un voyage, quel qu'il soit. Parce qu'à chaque fois que j'ai fait des épisodes psychotiques, c'était quand j'étais en voyage seule, à l'étranger ou en France. Alors je fais cette vidéo dans ce but. Et c'est extrêmement compliqué pour moi aujourd'hui. Ça allait un peu mieux car je vais mieux, je suis un peu plus reconstruite. Ça fait 5 ans maintenant que je suis suivie par des psychiatres, par des infirmiers, par des psychologues, par des psychomotriciennes. J'ai des rendez-vous chaque semaine, chaque mois pour me réparer. J'ai des rendez-vous chaque mois, toutes les 2 semaines pour ma reconstruction. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est en France, on a à peu près 10% de femmes qui vont porter plainte pour violence conjugale et à peu près 2% de plaintes qui mènent à une condamnation. Sachant que la reconstruction est extrêmement... amener un auteur de violence pour une condamnation est extrêmement important pour la femme de se reconstruire. Je suis en études de langue actuellement, j'ai eu ma 3e année de licence, donc j'ai eu mon diplôme de licence d'allemand. Après avoir repris des études suite à quelques années dans le vague, parce que j'étais en dépression tout simplement. Et ces années de dépression ont été vraiment difficiles pour moi, parce que j'étais sortie d'une bulle, parce que je redécouvrais le monde, je réatterrissais dans un monde que je ne connaissais pas. J'avais à tout recontacter mes amis, à me refaire un cercle social. Et je fais des études d'allemand et c'est important pour moi de voyager. Seulement avec les 2 épisodes psychotiques que j'ai fait, c'est finalement extrêmement difficile pour moi de me projeter dans des voyages. Parce que j'ai peur de refaire une crise. Et comment vous dire que c'est extrêmement délicat d'en parler quand on me demande pourquoi je n'ai pas été en Allemagne plus longtemps, quand on me dit que tu devrais aller en Allemagne, tu devrais voyager, ça va t'aider à améliorer ta langue. Et comment expliquer que c'est parce que quelqu'un m'a battue pendant 2 ans que maintenant j'ai des crises et
des médicaments et que c'est pour cette raison-là que je ne peux pas être à l'aise quand je voyage, que j'ai à nouveau des crises d'angoisse dès que je m'éloigne. Voilà, c'est extrêmement compliqué d'expliquer aux personnes qui me le demandent que tout découle de là. Il m'interdisait de porter des vêtements. Les vêtements que je voulais, les vêtements qui découvraient mon corps. Aujourd'hui, je porte des robes. Je fais le tour des friperies pour trouver toutes sortes de robes. Et comment vous dire que c'est pour moi quelque chose qui me rend très heureuse. Je peux maintenant porter des décolletés, je peux porter des shorts, je peux me mettre en maillot de bain. Tout ça, j'avais pas le droit de le faire pendant 5 ans. Pendant 5 ans, j'étais dans une bulle. Pendant 5 ans, je savais pas comment était la mode. Pendant 5 ans, je savais pas qui étaient les chanteurs, chanteuses actuelles. Pendant 5 ans, je connaissais pas l'actualité. J'étais dans ma bulle, j'étais dans ma peur, j'étais dans ma terreur, j'étais dans mon traumatisme et j'étais en moi-même perdue. J'étais en moi-même, dans un état de survie permanent. Le soir, je me couchais en me disant « Demain ira mieux, un jour ça s'arrêtera ». Le soir, je me couchais en me disant « Plus tard, le futur ». Je pensais que à après. Je pensais jamais à aujourd'hui, je pensais à après. C'était quelque chose qui me retenait de mourir, qui me retenait de m'abandonner. Cette seule pensée du futur me permettait de m'accrocher et de trouver un sens à ce que je vivais. J'ai vécu mon premier épisode psychotique en juin 2021. J'avais jamais pris de médicaments de ma vie et j'ai dû en prendre après cet épisode psychotique. J'ai visité un éco-village car j'avais vraiment envie de visiter ce genre de lieu. Je suis passionnée par tout ce qui est vie en autonomie, survivalisme et faire son potager soi-même et tout ça. Alors j'étais en bénévolat dans un éco-village dans les Vosges. Et au bout de 2 semaines, j'étais seule. Et au bout de 2 semaines, j'ai vécu quelque chose d'incompréhensible. Et ça m'a amené à retourner en urgence dans le nord, chez moi. Et à aller en hôpital, et ensuite aller en hôpital psychiatrique pendant 2 semaines à peu près, ou 1 mois, je sais plus, enfin c'est dans ces eaux-là.
Et ce qui s'est passé là-bas, je le comprends toujours pas aujourd'hui. Après 4 ans, je comprends toujours pas pourquoi. On m'a dit que c'était un épisode psychotique et en fait, j'ai pensé que des gens m'avaient violée et j'ai soutenu cette conviction pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. J'étais persuadée que des gens m'avaient violée. Dans cet éco-village, et j'avais des crises d'angoisse. Je mangeais plus assez et j'étais constamment en mode survie. J'étais constamment sur un état de défense, de méfiance. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai vraiment cru qu'on me prenait pour une folle. J'ai vraiment cru de devenir folle. Et je me suis vraiment sentie comme quelqu'un de malade. J'étais allée tellement loin dans mes accusations, dans mes convictions, mes certitudes, que je suis allée porter plainte contre l'éco-village en pensant qu'il était habité par des pédophiles. J'ai retiré cette plainte 1 an plus tard en disant que c'est parce que j'avais vécu un épisode psychotique. J'ai acquis certaines informations qui m'ont permis de comprendre comment se déroule un épisode psychotique dans ta tête. Et en fait, c'est un épisode où tu es vulnérable et tu perds le contrôle sur toi-même. Et c'est très effrayant à vivre. En général, c'est quand tu crois que tout le monde est faux autour de toi, ou que tout le monde va t'attaquer, ou des choses comme ça. Et je sais que ce que j'ai vécu, le traumatisme que j'ai vécu, est tout à fait en lien avec cet épisode, bien que je n'arrive toujours pas à expliquer la question du viol aujourd'hui. Que ce soit la question du viol entre moi et mon précédent conjoint violent, ou la question du viol dans l'éco-village. J'ai donc appelé mes parents au bout de même pas 2 semaines. Ils sont venus me chercher, mon père est venu me chercher. Une fois arrivée chez mes parents, je me suis écroulée devant mon armoire. Contre mon armoire, je me suis écroulée et j'ai dit à ma mère, je pense qu'on m'a violée. Et ça a été vraiment un enchaînement de plusieurs démarches qui ont été tellement vite, rapides, que j'ai pas compris en fait. J'étais extrêmement vulnérable et je faisais que enchaîner les visites. Et les visites de médecins, les visites partout. Et ma mère ne savait pas ce qui m'était arrivé exactement, donc on a été à Gênes de Flandre, vraiment dans l'optique de faire des examens pour voir si j'ai des traces de viol ou quoi. J'avais des bleus. Ils m'ont fait un examen, j'ai eu un... Ils m'ont injecté une substance auquel j'ai été allergique, la roséphine.
la rosée fine, et j'ai commencé à gonfler. Il était minuit, 1h du matin. J'ai commencé à gonfler, mon visage a commencé à gonfler en réaction allergique avec ce qu'ils m'ont injecté. Donc j'ai été tout de suite amenée en salle de... je sais pas comment ça s'appelle. Mais j'ai dormi là-bas et ils ont... ma réaction allergique s'est réduite. Le lendemain, je n'étais plus gonflée, mais j'avais toujours d'énormes angoisses. J'avais fait un examen gynécologique, donc là ils ont vu que j'avais des bleus, mais que ça pouvait être les travaux dans les champs. Et ensuite j'ai fait plusieurs autres examens. J'ai fait une ponction lombaire. Je sais plus pourquoi c'est la ponction, mais j'ai pris des médicaments au cas où pour le VIH. J'ai une psychologue qui est venue me voir dans l'hôpital. J'avais changé de secteur à ce moment-là. J'ai fait un examen d'EGG, enfin un examen pour avec tout, vous savez, toutes les petites ventouses sur le cerveau là. Et ils ont fait un examen de mon activité cérébrale. J'ai fait un IRM. Bon, bref, en tout cas j'ai eu beaucoup d'examens. Dans l'optique, si jamais j'avais été violée, tous les examens ont été faits comme quand quelqu'un a été violé. Aujourd'hui, je pense encore que je ne l'ai pas été. J'en suis quasiment certaine qu'il ne m'est rien arrivé à ce moment-là. Mais j'ai fait tous ces examens-là. Et j'ai vu une psychiatre à l'hôpital. Je continuais à avoir des symptômes d'épisodes psychotiques, d'extrême vigilance, de méfiance. Même dans l'hôpital, en fait, j'ai... Excusez-moi, ça va être un peu difficile à raconter parce que c'était vraiment difficile. J'ai contacté tous mes amis par message en leur disant que j'étais à l'hôpital et que j'étais en danger à l'hôpital. J'ai contacté mes amis en leur disant que mes parents étaient complices avec l'éco-village et que l'hôpital était complice avec l'éco-village. J'ai appelé le 112, je crois, et une dame m'a engueulée quasiment par téléphone parce qu'elle voyait que j'étais à l'hôpital et que je lui avais dit que j'étais en danger à l'hôpital, et j'avais appelé vraiment le 112, un numéro d'urgence, parce que j'étais en angoisse totale dans l'hôpital et que j'étais dans cette conviction qu'on m'agressait, que partout les gens étaient des agresseurs. Aussi dans ma chambre, le soir, je suis sortie de ma chambre, j'ai arpenté les couloirs pour chercher une sortie. Et je
je crois que c'était fermé, l'étage était fermé. Et j'étais à pieds nus dans les couloirs de mon étage. Je crois que c'était en service neurologie. Et j'arpentais comme ça dans le noir les couloirs en évitant la zone de garde. Au bout d'un moment, je crois que les infirmiers de garde, ils ont vu que j'étais sortie de ma chambre et elle m'a confisqué mon téléphone en me disant qu'il valait mieux pour moi. Elle m'a pris mon téléphone. Parce que je lui ai dit ce que j'avais fait juste avant et du coup elle a pris mon téléphone. Il faut dire que je ne comprenais pas, je ne savais pas du tout ce que je vivais à ce moment-là. C'était quasiment une réponse totale de mon corps sans que je ne puisse contrôler ce que mon corps faisait. Et le lendemain, une psychiatre est venue dans ma chambre. Je crois qu'elle a évoqué le fait que j'aille en hôpital psychiatrique. J'avais ensuite rendez-vous avec un neurologue plus bas et j'ai à nouveau été pris d'une grande crise de panique, d'angoisse, de méfiance et j'ai voulu sortir de l'hôpital, voulu sortir de mon secteur et plusieurs infirmiers se sont rués sur moi pour me retenir. J'avais essayé de sortir et ça a été terrible parce que j'ai crié dans l'hôpital que je voulais m'en aller. Que j'étais en danger, etc. Et je ne voulais pas qu'il m'attrape, qu'il me touche. Et j'étais pas violente, mais je commençais à... je voulais pas qu'il me touche. Et ils étaient à peu près 4, 5 ou 3, je sais plus, mais il y avait beaucoup. Pour moi, il y avait beaucoup de gens et ils m'ont pris, ils m'ont mis sur une table et ils m'ont dit que j'avais à prendre un médicament pour me calmer et que si je le prenais pas, ils me l'injecteraient. Et ils m'ont attachée sur la table. Et j'avais tellement peur des piqûres que j'ai fini par prendre le médicament. Je pense que ça devait être un Temesta pour calmer mon angoisse. Voilà. C'était une partie assez compliquée à exprimer. Mais voilà, j'ai vécu ça, d'être attachée sur une table et de devoir prendre un calmant parce que j'étais trop agitée. Et ensuite,
les psychiatres et psychologues se sont concertés et ont jugé peut-être nécessaire, préférable que j'aille en hôpital psychiatrique plutôt que chez mes parents. Donc j'ai vu mes parents un moment, on a discuté et j'ai dit que je préférais aller en hôpital psychiatrique. Donc je suis allée à Fontan et ensuite à l'hôpital psychiatrique de Seclin. Et j'ai commencé à prendre des Temesta, Temesta, et je crois que je commençais aussi à prendre un antipsychotique à ce moment-là. Donc j'avais une chambre, j'avais le droit à quelques affaires, des vêtements, et il y avait des repas communs et une salle où on faisait la queue pour prendre nos médicaments. Et j'ai fait des activités artistiques, notamment la mosaïque. Voilà, j'avais des rendez-vous réguliers. Comme j'étais en hôpital psychiatrique, j'avais plus de contact avec les infirmiers, les psychiatres. Donc c'était pas mal de rendez-vous et en même temps je me suis reposée parce que après mon épisode psychotique, j'avais beaucoup de sommeil à rattraper. Donc ensuite j'étais à Seclin, on m'a transportée jusqu'à Seclin et voilà, j'ai passé encore quelques temps là-bas. Ensuite, je suis rentrée chez mes parents et j'avais toujours des rendez-vous réguliers avec des psychiatres, avec des infirmiers, même avec ma psychologue. Et c'est là du coup j'ai commencé à prendre un Temesta par jour ou en demi-Temesta au moment des crises d'angoisse et j'ai commencé à prendre un antipsychotique, l'olanzapine, que j'ai pris pendant 1 an à peu près, 1 an et demi, 1 an. Voilà, donc mon deuxième épisode psychotique s'est reproduit quand j'ai arrêté l'olanzapine. J'étais encore en voyage, j'avais commencé ma licence d'allemand, j'étais à ma première année et c'était l'été entre ma licence 1 et 2
où j'avais vraiment envie d'être au contact des Allemands, des gens qui parlent allemand, des natifs, et j'avais envie de voyager en Allemagne pour améliorer ma langue. Et dans cette optique, j'ai fait un workaway pour aider à la ferme dans la campagne près de Kassel. Donc à peu près, je dirais à peu près au centre de l'Allemagne, mais je suis pas très douée en géographie, mais du coup j'ai pris le train. J'avais aucun médicament sur moi parce que je sentais que j'allais mieux et voilà, j'avais eu un rendez-vous avec le psychiatre pour arrêter le médicament en janvier à peu près, et j'ai fait mon voyage en juin. Et je me souviens que le psychiatre m'avait dit que le minimum c'était 2 ans recommandé, et moi j'ai arrêté de prendre le médicament avant 2 ans. Et c'est après ce qui pouvait être la raison pour laquelle j'ai replongé. C'est parce que je l'avais pas pris trop longtemps. Après voilà, je sais pas. Mais c'est ce qu'il m'avait dit. Et donc j'arrive à la gare. La mère de famille m'accueille, on s'entend très bien, je comprends ce qu'elle me dit. Donc vraiment, j'étais très contente d'être en Allemagne pour pouvoir progresser en allemand. Et j'étais à nouveau dans un milieu que j'aimais, car c'était une ferme. Donc voilà, c'est un peu le même milieu, on va dire, que l'éco-village en 2021. Et donc j'étais là-bas pour les aider à la ferme. Et en contrepartie, ils me logeaient et ils me nourrissaient. Et donc j'étais dans une famille avec 2 adultes et 2 enfants. Et c'était une ferme assez grande. Je ne me souviens plus du nombre d'hectares, mais c'était assez grand. Et du coup j'ai désherbé, j'ai mené des moutons à un enclos. Donc je tenais des moutons en laisse. C'était quelque chose à vivre quand même. J'ai fait des balades à cheval au crépuscule dans la campagne. C'était vraiment j'ai vraiment eu de bons souvenirs là-bas. Et peu à peu, j'ai commencé à me sentir pas bien et à avoir des pensées suicidaires, des pensées que je ne contrôlais pas, des angoisses, des peurs de couteau par exemple. Je commençais à avoir des pensées dépressives. C'était en fait une décompensation que j'étais en train de vivre, un moment de vulnérabilité que je n'expliquais pas. Et oui, j'avais même appris, je nettoyais les poulaillers, je me souviens de ça. Et il y avait vraiment des chevaux, ils avaient leurs chevaux, tout ça. Mais du coup, suite à ces premiers symptômes, j'ai appelé les urgences en Allemagne. Ils m'ont posé des questions, ils ont demandé à parler à la famille parce que je parlais pas très bien allemand quand même. Donc ils ont expliqué que j'avais pas de médicaments, que j'avais des pensées suicidaires, etc.
Donc la famille m'a demandé si ça pouvait pas passer avec le temps, si j'avais pas juste besoin de me reposer. Parce qu'en fait, il y avait quand même beaucoup de travail à la ferme et peut-être que ça m'épuisait sans que vraiment que je comprenne mes limites, que je connaisse mes limites. Et en plus des fois c'était en plein soleil, alors c'était aussi un travail assez solitaire parce que j'étais la seule volontaire, la seule bénévole. J'ai croisé une autre bénévole allemande parce que leur ferme en fait ils vendaient leurs produits et en contrepartie les abonnés, on va dire les adhérents devaient participer au moins une fois par mois dans la ferme, donc j'ai croisé comme ça des autres gens qui travaillaient. Du coup, je pense que je devais être fatiguée aussi par la charge de travail. Il y avait même un piano là-bas, je pouvais jouer du Chopin, des trucs. La mère de famille jouait du Chopin. Bon, bref. Et du coup, j'ai dit que non, ça pouvait pas attendre, que je me sentais vraiment pas bien. Et du coup, j'ai de nouveau appelé mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Donc je suis restée 10 jours. 10 jours, c'était 3 jours de plus. C'est ça, en fait, j'étais restée une semaine en 2021 et là j'étais restée 10 jours là-bas, donc 3 jours de plus. Et je disais à l'infirmier en rigolant amèrement que c'était toujours 3 jours de plus, quoi. J'étais restée un peu plus longtemps que la dernière fois. Toujours est-il que mes parents sont venus me chercher à 2 le lendemain. Et j'ai dit au revoir à la famille, que j'étais désolée. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps le jour où j'ai dû partir. J'étais tellement triste. Et nous sommes revenus en France. Et rebelote, j'ai eu des rendez-vous avec le psychiatre pour voir quels médicaments pouvaient me convenir. Parce qu'il faut savoir que l'olanzapine m'avait fait prendre 20 kilos. Donc j'étais passée de 15 kilos, entre 20 et 15, j'étais passée de 50-55 à 70 kilos en quelques mois avec l'olanzapine. Et du coup là, j'ai discuté pour voir les effets secondaires d'un autre médicament et finalement on m'a proposé la kétiapine et c'est le médicament que je prends encore actuellement. Donc je prends la kétiapine depuis mon 2e épisode psychotique en 2023, ça fait à peu près 2 ans. J'ai appris très récemment qu'au bout de 2 épisodes psychotiques, la durée recommandée était 5 ans et plus 2 ans. Voilà. La kétiapine avait un effet secondaire assez important sur moi. C'est la constipation. Et du coup, j'en ai parlé à mon médecin traitant et j'ai eu quelques remèdes pour la constipation. Mais c'est quand même dingue de se dire que je dois non seulement prendre un médicament pour quelque chose dont j'ai été victime
payer des séances de psy pour quelque chose dont j'ai été victime. Et tout ça pour moi, et que en plus de ce médicament, pour pallier aux effets secondaires, que j'ai à prendre encore quelque chose. On n'en finit pas. J'ai encore à prendre. Il m'a conseillé de l'huile de ricin sur mon ventre et ça marchait assez bien. Maintenant, je suis sans gluten et ça marche aussi assez bien pour éviter la constipation. J'ai dû me renseigner sur les aliments qui constipaient, donc le riz, les aliments que j'avais à manger pour ne pas être constipée, parce que des fois c'était vraiment un très très gros problème, cette constipation. Et je savais que c'était le médicament qui me causait, qui m'amplifiait ça, parce que j'avais déjà un terrain, j'étais souvent, depuis mon enfance, j'ai toujours un teint un peu constipé, mais c'est dingue de se dire que voilà, le médicament, oui, les médicaments ont des effets secondaires. Et si vous voyez une liste comme ça d'effets secondaires sur quelque chose, c'est qu'au bout d'un moment, ça va avoir un impact sur votre santé. Et si je parle aujourd'hui aussi, si j'exprime, je raconte ce que j'ai vécu, c'est aussi pour dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc ça fait 2 ans que j'ai pris la quétiapine et je ne sais pas quel impact ça aura sur ma santé à l'avenir. Je ne sais pas si je vais commencer à avoir des problèmes de cœur, de n'importe quoi en fait, parce que je connais pas les répercussions à long terme d'un antipsychotique sur ma santé, sur mon cerveau. J'ai vu que ça pouvait améliorer, que ça pouvait remodifier les réponses cérébrales, que ça pouvait améliorer, on va dire, mon cerveau à l'intérieur, mais j'en suis pas certaine. Je sais pas comment expliquer ça, mais que peut-être la quétiapine a un impact durable, positif, mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours peur. Je ne sais pas quels effets secondaires je vais encore avoir avec l'âge. Aujourd'hui, je ne sais pas si ma pathologie est chronique, si ça va s'installer durablement en moi, si ça va être à vie. Voilà, aujourd'hui, je ne sais pas comment va évoluer mon trouble psycho-affectif, qui est plutôt au final un trouble dissociatif lié à un traumatisme. Et voilà, je suis profondément triste et dans l'incertitude quant aux effets des médicaments. Comment dire que si j'arrête à nouveau les médicaments, j'ai toujours la peur, bien sûr, de refaire un épisode psychotique. Et ça, pour l'instant, je peux pas savoir si j'en referai un ou pas. Mais voilà. C'était important pour moi de vous parler de ça parce que c'est très délicat, très complexe à comprendre. Et même rien que les termes troubles psychoaffectifs, enfin comme ça on ne sait pas ce que c'est. Et il y a beaucoup de maladies psychologiques qui sont au final invisibles mais qui font beaucoup de mal aux personnes qui en souffrent et qui sont dures à diagnostiquer aussi. Et en tout cas, je sais que ce que j'ai, c'est dû à mon traumatisme.
et je ne sais pas si je serai capable un jour de vivre sans médicaments, je l'espère. Que je pourrais pallier mes angoisses avec autre chose qu'un Temesta. Je ne prends plus de Temesta, mais il y a un moment j'en prenais pas mal, surtout après mes crises. Et voilà. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et je vous souhaite la meilleure santé du monde, la meilleure joie et profitez vraiment de chaque instant parce qu'on est vivant et on ne sera pas toujours.